Alors, bonsoir à tous. Merci d'être ici pour la première séance de Séminaire pour tous, Histoire de l'art. Je voudrais tout d'abord remercier Lucas et Vadim d'avoir organisé le cycle Séminaire pour tous depuis l'année dernière, avec d'abord le cycle de maths, et qui se poursuit cette année avec Bio pour tous, Info pour tous et Maths pour tous aussi, que vous pouvez retrouver sur le site internet, sur Facebook, et les conférences seront aussi retransmises sur YouTube. Donc ici, vous avez la liste des prochaines conférences. Vous pouvez aussi retrouver plus facilement les horaires et les salles sur le site. Et donc je trouve ça intéressant, cette idée de séminaire pour tous, en fait, de s'allier avec Lucas et Vadim qui sont en maths et en info, donc des disciplines scientifiques qui normalement ne collaborent pas avec les disciplines littéraires. Et ça permet d'oublier cette division, surtout qu'on a pu remarquer qu'on procède souvent en fait avec les mêmes méthodes scientifiques. Alors, j'ai cité André Chastel, qui est à l'origine de l'Institut national d'histoire de l'art créé en 2001, donc historien de l'art français, spécialiste de la Renaissance italienne. Donc, quel sens y a-t-il derrière tout cela? Pourquoi l'humanité et dans toutes les sociétés emploie-t-elle tant d'énergie à modeler des formes, à faire des tableaux, à créer des représentations, à planter des statues? Et je vous renvoie aussi sur France Culture, Patrick Boucheron, ça a été posté hier, qui explique en fait l'intérêt, plus globalement, pas de l'histoire de l'art, mais de l'histoire, puisque souvent la question qu'on entend, c'est à quoi ça peut bien servir l'histoire. Alors, je vous remets les séances si vous voulez noter. Et en fait, donc, ce cycle de séminaire permet de voir la mutation dans le domaine de l'art, que ce soit dans les pratiques et dans la recherche, qui a été engagée il y a déjà un moment, avec par exemple l'artiste invité à la conférence de clôture, qui présente un art engagé et plus spécialement les biotechnologies qu'on ne retrouve pas souvent dans l'art. Aussi, ces séances vont permettre de décloisonner les domaines géographiques. L'Occident n'est pas majoritaire, avec la Grèce et Rome, comme on peut souvent les voir dans les exposés grand public, même si bien sûr on a un exposé sur l'art antique qui est le fondement de nos civilisations actuelles. Deux exposés aussi sur l'art espagnol qu'on n'a pas l'habitude d'étudier même en licence d'histoire de l'art. Également deux exposés sur la mode avec des points de vue qui semblent diamétralement opposés, donc les maisons de haute couture et le foot. La mode que Jack Lang en 1989 introduit déjà dans les arts. Puis un exposé d'art contemporain, non pas sur le pop art ou le cubisme qu'on peut avoir souvent dans les exposés grand public, même si c'est très intéressant, mais sur l'arte povera. Je voudrais aussi dire que ces exposés sont présentés par une majorité de femmes, qui sont et l'histoire de l'art, l'archéologie est pourtant un métier, un champ d'études souvent réservé aux hommes, qui ont fait les grandes découvertes du siècle dernier. On peut par exemple citer Howard Carter pour la tombe de Toutankhamon, ou Erwin Panofsky et ses travaux d'iconologie, ou même encore aujourd'hui certains monastères grecs interdits aux femmes, même dans le cadre de recherche. On peut penser au mont Athos en Grèce. Donc nous espérons que ces exposés vont apporter une réponse à la question d'André Chastel, en démontrant donc l'intérêt de ce champ d'études et l'intérêt même des œuvres. Merci. Et aujourd'hui, donc, Sharon a présenté tous les exposés. Et pour l'introduction, c'est Madame Bresque-Gauthier qui va nous parler. Elle est conservatrice, elle a été conservatrice pendant longtemps. Elle a dirigé le département des sculptures du Louvre. Et elle va nous parler de son parcours d'historienne de l'art à travers son métier et son parcours, ses études. Et voilà, je laisse le micro. Eh bien, bonsoir. En fait, on me demande de parler de mon parcours. Je vais vous dire tout de suite, je suis un conservateur. Ça veut dire que mon parcours a été celui d'un fonctionnaire attaché à un département, comme une moule à son rocher pendant des années, à une époque où on ne faisait pas encore l'obligation d'aller de poste en poste. Donc je suis, j'allais dire, un ancien fossile, ancré dans son monde. Je suis un conservateur aussi parce que attaché aux œuvres, à leur matérialité, à leur histoire, à leur sens, mais je ne suis pas un historien d'art universitaire. Donc, je n'ai pas de lien avec l'esthétique, je ne fais pas de philosophie de l'art, d'ailleurs, ce n'est pas mon métier, même si, évidemment, je ne dédaigne pas des petites excursions dans le domaine de l'iconographie ou de l'iconologie. Mais disons que je reste un peu les pieds dans la glaise. Alors, mon histoire, c'est en fait... ça marche? Non, ça ne marche pas tellement, ça.
Ah voilà, ben non. Où c'est? Ben non, écoutez, j'appuie là-dessus, ça sera très bien. Mon histoire? C'est celle du bas. D'accord. Mon histoire, en fait, elle commence comme à la fois d'une série de hasards et une vocation complètement abandonnée. Quand j'étais en 5e, on m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être archéologue, je voulais fouiller Sumer, ou l'islam, les Assyriens, je ne savais pas très bien, les Grecs. Quand j'étais en terminale, il y avait une hypocagne. On m'a dit, oh là là, les Grecs, c'est très bien. On m'a fait faire du grec à haute dose, du latin à haute dose, enfin bon, pour entrer en hypocagne. Mais mon père m'a dit, oh, trop difficile, tu n'entreras jamais, le concours, c'est une école normale, c'est trop difficile. Fais l'école des Chartes, c'est plus sûr. Donc j'ai fait l'école des Chartes, comme on dit, j'ai passé le concours assez rapidement. Et puis, évidemment, là, on était dans un domaine où il y avait le document, et c'est un élément fondamental dans la suite de ma profession. Le document, et puis aussi, à cette époque-là aussi, l'archéologie médiévale. Et donc, j'ai fait une thèse sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait ensuite, mais que je continue toujours à cultiver. Tout le monde a des jardins secrets. Donc, l'histoire de la dévotion au Saint-Sépulcre de Jérusalem, en Occident, et en particulier les églises dédiées au Saint-Sépulcre, qui imitaient le Saint-Sépulcre, etc. Et en même temps, d'ailleurs, l'histoire des chanoines qui desservaient le Saint-Sépulcre, leur cartulaire, etc. Je sors de l'école des Chartes, et bon, je sors dans un très bon rang, je suis major, donc à ce moment-là, c'est obligé, c'était le passage génial d'ailleurs, et obligatoire. Maintenant, il faut demander pour y aller, mais à cette époque, c'était obligé. On sortait de l'école des Chartes majeures, crac, on vous envoyait à Rome, à l'école française de Rome, au Palais Farnèse, pendant 3 ans. Et c'était très bien, puisque de toute façon, là-bas, j'allais fouiller. J'avais déjà fouillé à l'école des Chartes, j'avais fouillé en Normandie avec Michel Deboire. J'étais spécialiste d'archéologie médiévale, ma thèse était de l'archéologie médiévale. J'allais fouiller en archéologie médiévale, en Sicile, c'était merveilleux. J'ai fouillé, d'ailleurs, 3 ans, 4 ans, j'ai participé à des fouilles de Jean-Marie Peset. Le Larsen commence. Mais là, encore un hasard, celui qui faisait la problématique de la fouille, qui avait entrepris justement de réaliser ces fouilles en Sicile, a eu le coup de foudre pour moi, et moi j'ai eu le coup de foudre pour lui. Donc en quelques mois, nous nous sommes mariés, et je suis partie pour la Sicile. Crac, c'en était fini du Saint-Sépulcre et de ce que je devais faire à Rome, même si j'avais eu le temps de copier mon cartulaire. J'avais eu le temps aussi de passer le concours des musées, donc j'étais assurée d'avoir un poste dans les musées à la sortie. Et donc je me suis reconvertie, j'étais en Sicile, c'était merveilleux. Je pouvais travailler sur l'histoire de l'art, et j'ai travaillé sur les documents pour documenter une très belle histoire de l'art, pas très connue, c'est-à-dire la peinture, l'orfèvrerie, un peu de sculpture, entre le XIVe et le XVe siècle. Et c'était mon mémoire de Rome, artiste, patricien et confrérie. Et puis j'ai connu beaucoup d'amis. C'est un deuxième jardin secret. Violon d'Ingres, si vous voulez. Violon d'Ingres que je regrette toujours, car de retour en France, je me suis précipitée pour transcrire le journal d'un architecte qui avait été conservateur au Louvre par la suite et qui avait vécu en Sicile sous la Révolution, qui avait laissé son journal sous la Révolution. Et donc, comme pour me distraire de temps en temps, le samedi, j'allais au département des Estampes pour copier l'histoire, le journal de cet architecte. Tout ça pour dire que la Sicile est restée un horizon lointain dans ma vie. Mais il fallait rentrer en France et j'étais conservateur. Là, évidemment, toujours le hasard. Quand je rentre, j'étais enceinte jusqu'aux yeux. On n'avait rien pour moi, aucun poste. J'étais pas très bien vue, il faut dire, parce que passer 3 ans hors des sentiers importants de la conservation, c'était pas très bien vu. Donc on m'a mis au purgatoire, si j'ose dire, pendant 2 ans. Bon, pas vraiment 2 ans parce que j'ai fait un bébé. Au département, enfin au Jeu de Paume et à l'Orangerie, pour faire la petite main. Donc j'ai fait la petite main pour des expositions, j'ai fait des états d'œuvres, j'ai fait de la documentation. Alors pour des choses que je ne connaissais absolument pas. La collection Peggy Guggenheim, de l'art contemporain. Peggy était étonnante, elle avait un petit chien, elle buvait du whisky. Fallait Luther Compagnie,
Et puis, il fallait surtout faire l'état des œuvres. C'était atroce. Il y avait des Pollocks. Je ne savais pas qu'était Pollock. Mais il fallait que je regarde les craquelures, les fentes dans des œuvres qui étaient faites avec des tubes de peinture qui étaient mis directement sur la toile en marchant dessus. Donc, ça a été un très bon apprentissage avec ce que sont les hommes d'équipe, ce qu'est un musée, ce qu'est une présentation. Un très bon maître, si on peut dire, Jean Lémarie, qui était l'ancien directeur du musée d'art moderne, qui me laissait faire tout le matin, arrivait à 3 heures après avoir déjeuné avec des veuves d'artistes, et qui, après ça, changeait tout ce que j'avais fait le matin, et on recommençait pour travailler jusqu'à 3-4 heures, sachant que les hommes d'équipe, de toute façon, partaient jouer aux boules très longuement pendant l'heure du repas, puis rentraient très tôt au Louvre, parce que le jeu de paume et l'orangerie étaient très très loin du Louvre, il fallait quand même traverser les Tuileries. Donc je suis restée comme ça 2 ans, à faire la petite main au jeu de paume, en attendant que quelqu'un veuille bien de moi. Et ce quelqu'un qui a bien voulu de moi, c'est le département des sculptures. Pourquoi? C'est parce que j'avais fait l'école du Louvre avant, que par hasard, il y avait 2 cours de Moyen-Âge, objets d'art et sculpture, tous les 2 de Moyen-Âge, qu'au bout d'1 an, le cours d'objets d'art n'était plus possible en fonction de mes emplois du temps. Et donc, j'ai suivi le cours de sculpture. Et comme j'avais suivi le cours de sculpture, comme il y avait un poste aux sculptures, j'ai été recrutée aux sculptures pour le XVIIe siècle, puis après pour le XVIe siècle. Évidemment, je ne connaissais rien, et j'ai encore des lacunes, parce que j'aurais dû, mon Dieu, lire tous les poètes du XVIIe siècle, du XVIe siècle, les philosophes. C'est à peine si j'ai lu Ronsard ou un petit peu de Saint-Simon. Mais disons qu'il me manquera toujours le fait d'avoir été formée au Moyen-Âge, qui m'a donné une méthodologie que je peux très bien appliquer à d'autres époques et qui d'ailleurs me sert encore. L'archéologie m'a servi aussi pour le XVIIe siècle et pour le XVIIIe et pour le XVIe, mais évidemment, j'ai abandonné mes rêves de jeunesse. Et je suis rentrée dans un département qui était en pleine mutation. Je suis entrée dans un département en 1976, dans lequel on ouvrait une dernière salle, la salle du XVIIe, ma salle. Et en 81, c'est-à-dire 4 ans plus tard, on me dit « non, c'est fini, on ferme tout et on se transfère dans un autre lieu ». C'est le Grand Louvre, décidé en 81. Et donc, il y a eu une période tout à fait enthousiasmante qui a été la programmation de nouvelles salles, la restauration des œuvres, la présentation, l'étude aussi de ces œuvres. Et donc, j'ai comme ça compris ce qu'était le département des sculptures, c'est-à-dire un magnifique ensemble de sculptures médiévales, le Moyen-Âge, mais je n'avais pas le droit de m'en occuper. Tout le monde était spécialiste de Moyen-Âge au département à l'époque, donc moi, j'étais au XVIe et XVIIe siècle. Beaucoup de romans, beaucoup d'art romans, y compris étrangers, y compris italiens, beaucoup de superbes arts gothiques, avec des fragments de Juillet de Chartres, par exemple, ici, mais d'Amiens aussi, des grands sites, Saint-Denis, avec les grandes statues des souverains de l'époque de Charles V, avec les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, Donatello, Mino da Fiesole, Jacopo della Quercia, Lorana, que je vous mets à droite parce que c'est un sculpteur qui a travaillé en Sicile, alors évidemment, je garde toujours une petite place, un petit bout de mon cœur pour la Sicile. Aussi du germanique, une collection qui n'était pas très grande, mais qui était très largement augmentée par ma collègue, Sophie Guillot de Suduiro. Et puis des grands chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, les esclaves de Michel-Ange qui proviennent du tombeau de Jules II, qui sont à l'honneur dans la grande galerie italienne. Ce qui me revenait, c'était le XVIe, c'est-à-dire, ce qui n'était pas si mal, Jean Goujon, l'auteur de La Fontaine des Innocents, l'auteur des façades du Louvre, une souplesse et une intensité dans la ligne et dans le modelé des reliefs. Germain Pilon, qui va succéder et qui, lui, au contraire, est quelqu'un de plus sobre, bien grand amateur de représentation du corps et du visage, mais qui, de temps en temps, s'adonne à des petites curiosités stylistiques très stylisées. Et puis pour le XVIIe siècle, j'avais Pierre Puget,
qui reste aussi celui que je vais admirer le plus durant toute ma carrière, qui est l'enthousiasme, le dynamisme, la force, la puissance, avec des très grands marbres étonnants qu'on a disposés dans une cour qu'on lui a dédiée au Louvre, la cour Puget. Et puis le XVIIIe siècle, riche de très nombreux portraits, riche en particulier des Houdons, mais je n'avais pas, moi, la charge des Houdons, bien entendu. Moi, j'étais 16e, 17e siècle. J'avais un autre collègue pour mettre en valeur cet art. Et puis, le département s'arrêtait en 1850, 48 exactement, avant que commence la collection du musée d'Orsay. Et là, on avait une très belle collection néoclassique, dont Antonio Canova et ses deux amours et Psyché. Donc, dans ce département des sculptures, ce que fait un conservateur, qu'est-ce qu'il fait? Des catalogues, des guides, des étiquettes, des cartels, des feuillets pour expliquer, des outils pédagogiques, des dossiers pour les enseignants, en collaboration avec des enseignants. Et donc, ça a été une large partie de ma vie que de faire tout cet ensemble qui doit servir pour l'avenir, et aussi, bien entendu, des bases de données, puisque là commençait aussi la première mise en à l'époque, il n'y avait pas encore Internet au début, mise en base de données des œuvres, qui ensuite est devenue beaucoup plus intense et disponible au grand public par l'intermédiaire de bases de données. Donc, ce département, je l'ai connu comme conservateur à partir de 1976, puis ensuite comme directeur. Je ne dis pas directrice, c'est une fonction que j'ai occupée comme directeur. Et donc là, j'ai dû mener à la fois des choses très administratives et très ennuyeuses, des budgets, des personnels, mais aussi mener une politique d'acquisition. Déjà précédemment, en tant que conservateur, il fallait rechercher des œuvres, aller voir les antiquaires, écumer les ventes publiques, recevoir des gens qui vous proposent des œuvres, mener une politique pour combler les vides. Alors, ce qu'on dit toujours, on comble les vides et on renforce les forces. Ça veut dire qu'on achète tout ce qu'on peut trouver sur le marché, à un prix possible. Et donc, en tant que directeur, j'ai essayé d'acquérir justement des œuvres importantes, comme un fragment du tombeau de Charles V, comme une statue qui vient de Marly. J'ai reparlé de Marly tout à l'heure. Ce sont des trésors, c'est un trésor national, le précédent aussi d'ailleurs. Ça veut dire que ce sont des œuvres qui sont assez chères, que nous proposons à une commission composée entre autres de membres du ministère de l'économie et des finances, membres de Bercy. Et donc, quand c'est accepté comme étant un trésor national, on propose à des sociétés de les acquérir, 90% correspondant à l'impôt sur les sociétés et 10% à du mécénat. Donc, on a réussi à avoir quelques beaux trésors nationaux et des œuvres qu'on a acquises, en particulier grâce aux fonds d'acquisition qui sont devenus plus importants à mesure que je vieillissais et que j'entrais dans la carrière. Donc des œuvres pour des monuments importants, esquisses pour l'Hôtel de Ville de Paris, médaillons, on a acheté plusieurs, pour la place des Victoires, modèles pour les Invalides, pour les grandes statues devant les Invalides, trésor national avec Houdon aussi, la Vestale d'Houdon, et puis des œuvres plus érotiques peut-être, des œuvres du XVIIIe et du XIXe siècle, des Clodion, du Chinard, des terres cuites aussi en assez grand nombre. Parallèlement, on a essayé d'obliquer la politique d'acquisition vers des domaines qui étaient peu fournis, la France était relativement fournie précédemment, vers les pays germaniques, avec des œuvres importantes qui ont été acquises. Donc cette grande vierge du maître Hachel, un peu folle dans ses grandes boucles et ses grands drapés, ce Christ des rameaux qui nous a été offert par les Amis du Louvre. Là aussi, il faut aussi s'acquérir les bonnes grâces, persuader les Amis du Louvre de l'opportunité d'acheter des œuvres importantes, et en particulier des œuvres germaniques, qui sont relativement rares au Louvre, et des œuvres germaniques ou aussi anglaises ou autrichiennes. C'est le cas de ce buste de Messerschmitt,
qui est un sculpteur qui a été redécouvert relativement récemment et qui a réalisé des personnages, des bustes, avec des attitudes grimaçantes, étonnantes, observées sur le réel, peut-être d'ailleurs un peu sur la folie, et qui est un auteur qui intéresse énormément les psychologues en particulier. Et donc on en a acheté un assez cher. Ça nous a permis aussi de faire ensuite une exposition Messerschmitt au Louvre, qui a eu beaucoup de succès et qui a été liée avec une exposition d'un artiste contemporain. Donc cet art je dis c'est un art, la conservation, a été aussi l'objet de restauration importante. Je n'aime pas insister là-dessus car c'est les restaurateurs qui font les choses. Et puis je me suis intéressée surtout aux techniques, à la matérialité des œuvres. La matérialité car les œuvres sont faites de matériaux qui en expliquent à la fois le mode de construction, la qualité et le prix à l'origine, et puis aussi après ça, eh bien son sort postérieur et ses nécessités de la restauration à la suite de ces dégradations. Donc on a travaillé sur la cire d'abord avec le laboratoire. Et là, je veux dire tout de suite que tout cela, les restaurations, l'étude des matériaux, tout cela se fait en collaboration. Et pratiquement toute ma vie, j'ai travaillé en collaboration, soit avec des historiens d'art, soit avec des collègues, avec des étrangers, avec des gens de province, avec des analystes, toujours en collaboration. Donc la cire, ça a été un livre en collaboration avec le laboratoire des musées de France. Les terres cuites, là aussi avec le laboratoire pour comprendre aussi la composition, si on peut déterminer l'origine de la terre. On peut aussi, par certaines techniques, obtenir une datation, mais disons pour l'époque récente, sauf pour écarter les faux, ça ne donne pas une datation, la thermoluminescence ne donne pas une datation absolue. Mais ça m'a permis de travailler sur les terres cuites italiennes françaises, en France, les terres cuites françaises en particulier, et de faire, je reparlerai, une exposition sur les terres cuites de la région du Mans. Le stuc m'a beaucoup intéressée, en particulier parce qu'on a travaillé sur la galerie d'Apollon au Louvre, et là aussi, avec le laboratoire, on a étudié les techniques. Malheureusement, là, on n'a pas terminé de faire une grande entreprise d'études des stucs, car les stucs français ont une spécificité par rapport aux stucs italiens. Et il faudra que mes collègues ensuite continuent la recherche. Le bois, évidemment, ça, le bois, c'est là partout. Le bois est très important, et non seulement par sa matérialité, par le fait qu'il se déforme, par le fait qu'il s'abîme, mais aussi par sa polychromie, car tant la pierre, mais surtout le bois, ont des polychromies tout à fait importantes, tout à fait intéressantes, que là aussi on réussit à retrouver par l'intermédiaire de restauration très fine, de dégagement de polychromie par des restaurateurs spécialisés, et par l'étude toujours du laboratoire des musées de France, des différentes couches de polychromie et de la composition des pigments ou des feuilles d'argent, d'or, d'étain qui sont apposées sur les œuvres. Le marbre a été une grande partie de mes études, car je me suis un peu lancée, un peu rapidement d'ailleurs, sur une enquête sur la provenance des marbres français. En fait, la provenance des marbres en France, c'est-à-dire soit des marbres de Carrare ou d'étrangers venus en France, soit des marbres pyrénéens. En fait, l'étude que j'avais entreprise, qui est restée en fiche et qui a été publiée par des articles, a été par la suite reprise par deux universitaires, Sophie Mouquin, qui vient de faire un très beau livre sur les marbres de Versailles, et Pascal Julien, qui a aussi travaillé, fait son habilitation sur les marbres du roi. Mais j'ai beaucoup travaillé sur les provenances de Carrare, en particulier en France. Et puis on a lancé une enquête toujours pluridisciplinaire qui est en cours, dont une partie des résultats a été publiée récemment, il y a quelques mois, dans la Revue de l'Art, sur l'albâtre et son utilisation. Et ça m'a permis, pour mon époque en particulier, de voir qu'une grande partie de l'albâtre utilisé en France était produite et tirée des carrières de Dauphiné à Vizille, à Notre-Dame de Bézage, et ça nous montre un circuit tout à fait important de commercialisation. Le bronze, évidemment,
Le bronze, c'est un matériau beaucoup plus compliqué à mettre, qui semble pour le profane très compliqué, qui, à la différence des autres, implique des fondeurs, des allieurs, une technicité beaucoup plus importante peut-être que dans le domaine de la pierre ou du marbre. Donc le bronze, là aussi, c'est une enquête pluridisciplinaire grâce à l'aide de fondeurs. Là, vous avez des vues d'œuvres contemporaines en cours de fonte, où on voit la cire et ses réseaux dans un laboratoire. Et donc, tant la fonte à la cire perdue ou la fonte au sable, donc on voit les différences, il faut observer les œuvres, et ensuite comprendre à la fois l'alliage, la composition, la composition de l'alliage, la manière de fondre, les armatures à l'intérieur. Et ceci, évidemment, se fait toujours en collaboration. Cette collaboration, elle a été réalisée avec toute une équipe de collègues étrangers, anglais, italiens, surtout aussi des États-Unis. On s'est réunis en petits groupes d'études des bronzes français, à Dresde, à Saint-Pétersbourg, à New York, à Paris évidemment, à Versailles, à Londres bien entendu. Et on a observé plein de bronzes et on était quand même un peu les chefs d'équipe, si on peut dire. Nos collègues anglais en profitaient pour faire leur catalogue de la Wallace Collection, des collections de la reine d'Angleterre. Et nous, on a proposé une exposition au Louvre et à New York ensuite, puisque les Américains étaient très partie prenante dans cette grande entreprise, une exposition sur les bronzes français, qui a donné lieu ensuite à ce que vous avez à gauche, des journées d'études au laboratoire de recherche des musées de France sur les bronzes. Et encore actuellement, on a un grand projet avec le Getty, et tous ceux qui ont participé depuis des années, depuis 15 ans, à cette enquête sur les bronzes français. Pour le moment, il y a une grande entreprise qui s'appelle Casting, en français dans le texte. Donc on a une réunion la semaine prochaine, encore la dernière réunion, sur les patines des bronzes, et ça met en œuvre absolument tous les spécialistes de bronze français, de tous les musées, et aussi des antiquaires et des historiens d'art. Ça nous a permis donc de faire une belle exposition au Louvre, une exposition dans les salles, dans les cours, ça n'a jamais été fait auparavant, dans les cours, dans les salles, et dans l'espace Richelieu, avec une belle muséographie qui mettait en valeur des œuvres qui étaient mises en comparaison. On mettait en comparaison les petits bronzes avec les grands marbres, les terres cuites avec le bronze qui en était tiré. Ici, vous avez l'exemple, par exemple, de ce grand enlèvement de Boré, qui est dans la cour Puget du Louvre, et à côté, des petits bronzes qui ont été tirés à la même époque. Et donc, on joue au jeu des 7 erreurs, et on comprend ainsi comment le bronze a été un objet de diffusion du goût, de l'art, et comment aussi, par la suite, ça a été diffusé à des époques bien postérieures par ce que je ne dirais pas des faux, mais des retranscriptions postérieures. Et donc, je me suis du coup intéressée à tous les types de bronze. J'ai été voir ce qui se passait en Dauphiné, et je travaillais en particulier sur le bronze de Vizille, du mécénat de Lesdiguières, du duc de Lesdiguières, l'ami d'Henri IV, qui a fait venir des bronziers tout à fait intéressants dans son château de Vizille. Au Louvre aussi, il y avait la nécessité d'avoir tous les publics. Alors évidemment, on faisait beaucoup de médiation, et là aussi en travaillant avec les médiateurs. Le conservateur n'est jamais seul. Il y a des services spécifiques, services des publics, qui peut-être mieux que nous savent ce qui intéresse le public, peuvent éventuellement nous corriger nos textes pour qu'ils soient plus accessibles au grand public. Et donc dans tous ces publics, il y avait aussi le public handicapé. Alors au Louvre, pour le public handicapé, pour une difficulté de circulation, les nouvelles salles du Louvre, nos nouvelles salles, ont été faites de manière à ce qu'ils puissent monter des fauteuils dans tous les espaces par des systèmes de monte handicapés. Voilà. Mais il restait, c'était le lot le désir de mon prédécesseur, Jean-René Gabory, il y avait le public non-voyant. Et il a organisé, dès les années
93-94, dès l'époque du Grand Louvre, une galerie tactile destinée aux non-voyants. Par la suite, quand j'ai repris le flambeau, cette galerie tactile, on l'a destinée non seulement aux non-voyants, parce que les non-voyants ne veulent pas être dans une espèce de ghetto du non-voyant, mais être avec tout le monde. Et donc cette galerie est ouverte à tous, aux enfants en particulier. Alors on peut aussi faire des séances avec du public, tout public, à qui on bande les yeux pour se rendre compte, pour appréhender l'œuvre, sachant que la sculpture est un art tactile. Alors évidemment, on n'a pas le droit de toucher aux œuvres. Nous, on les touche, et c'est une grande chance qu'on a de pouvoir toucher du bout des doigts le modelé d'un visage tel qu'il a été fait au XIIe ou au XVIIIe siècle, ou au XIXe siècle, mais évidemment, tout le public ne peut pas le faire. Or, en fait, le sculpteur, à la différence du peintre, il réalise des œuvres pour qu'on puisse le toucher. Et même les toutes petites œuvres, c'est vraiment le plaisir, j'allais dire, de les caresser, de les sentir, de les appréhender, j'allais dire, sensuellement. Alors la galerie tactile, elle est faite pour tout le monde, comme ça. Et donc nous avons, grâce à du mécénat, chaque fois du mécénat, c'est toujours du mécénat. Et grâce au service spécialisé du public, Cyril Gouillette en particulier, on a une série de galeries tactiles qu'on change, qu'on essaye de changer. Moi, j'ai essayé de changer un peu tous les ans. Maintenant, manifestement, ça n'a pas été changé depuis mon départ à la retraite en 2014. Donc, on a des œuvres qu'on peut toucher en plâtre, en résine. On en tire aussi en bronze pour qu'on ait une matière. Et on a des cartels, soit de très grand format, soit évidemment des cartels en braille. On a des tournettes aussi pour que les œuvres tournent. On a pour les enfants une espèce d'escalier qui permet aux enfants de toucher les œuvres. Et donc, ce sont des galeries qui nous permettent de faire comprendre la sculpture telle qu'elle doit être appréhendée. Et cette galerie tactile, ensuite, je l'ai fait circuler. Grâce aussi à mon collègue Cyril Gouillette, on a fait le tour du monde. On s'est énormément amusé avec beaucoup de collègues. Le musée Homero d'Ancône, qui est un musée spécialisé pour les aveugles, mais pour tout le monde aussi, c'est tout public. Très beau musée dans la forteresse d'Ancône. Et à partir de là, on a fait le tour du monde. Split, Zagreb, Belgrade, Skopje, Pristina, Milan, Québec, Bogota, Medellín, Saint-Domingue et Santiago, qui est à Saint-Domingue. Et enfin, on a tout laissé à Quito parce que c'était quand même un peu abîmé. On avait eu des problèmes. Enfin, vous voyez, ça a tourné 5 ans. Et en plus, la galerie suivante, on l'a fait tourner en Chine pendant 10 tours de Chine. Voilà, donc là aussi, sortir des murs, aller ailleurs, aller plus loin, porter, je ne vais pas dire bêtement porter la bonne parole, mais que nos œuvres servent. Qu'elles servent. Elles ont servi un peu en France, à Châlons-en-Champagne ou à Montpellier. Alors mon travail, c'était aussi un travail plus scientifique, avec les documents, l'étude des œuvres. Et donc, j'ai fait pas mal de monographies de sculpteurs. J'ai beaucoup aimé Germain Pilon, auquel j'ai consacré un colloque que j'ai dirigé. Puis ensuite, j'ai collaboré à l'exposition Primatis, pour lequel Germain Pilon a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup aimé les petits sculpteurs, les petits, les sans grade, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on peut trouver, ceux que personne n'a jamais connus, à qui on peut attribuer des choses. Ça a été le cas pour le dénommé Francesco Bordoni, qui est un Florentin. Alors le buste de Louis XIII, qui était à gauche, il était attribué à un autre, à Jean Varin. L'ange que vous avez là, on l'a étudié pour l'exposition des bronzes français, on a trouvé que c'était un grand bronzier. Et puis un jour, en allant, alors mes collègues du département des antiquités grecques, étrusques et romaines disaient que j'allais faire mon marché chez eux. De temps en temps, j'allais en réserve pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à trouver, etc. Alors, je trouvais ici une sculpture qui avait été faite à Rome, à l'Académie de France à Rome, pour Versailles. J'ai récupéré, on l'a envoyée à Versailles. Là, celle-là, je l'ai trouvée, c'était... Alors, mes collègues disaient, pouf, c'est des modernes, c'est pas intéressant. Alors, évidemment, je me précipitais pour chercher qu'est-ce que c'est, etc. Alors là, celui-là, je l'ai trouvé. C'était toujours de Bordoni, une statue antique très restaurée pour une fontaine de Fontainebleau. Alors on l'a déposée à Fontainebleau. Elle est toujours à Fontainebleau. Ça, c'est les trouvailles. Alors, on est très contents. Je vous dirais que moi, je suis fouineuse. Je cherche des œuvres. Je cherche à les identifier. Je cherche un peu partout. Je ne suis pas une attributionnite. L'attributionnite, c'est un autre type de maladie de l'historien d'art. La fouineuse est peut-être une maladie aussi.
L'attributionnite, c'est... alors cette œuvre est peut-être de Titien, ou peut-être de Giorgione, ou peut-être de Titien, ou peut-être de Giorgione, parce que la main est peut-être de Titien, mais le drapé est plutôt de Giorgione, etc. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'attribue très peu au stylistique, sauf quand c'est absolument évident. Mais je réunis des ensembles, je cherche les documents, je cherche les images, je cherche les témoignages. Alors, j'ai travaillé aussi sur des Lorrains, pas seulement sur des sculpteurs actifs à Paris, mais j'ai été plus loin. Alors, partant un peu des collections du Louvre, là, par exemple, la figure que vous avez à gauche, le bas-relief, on l'a acheté pour le Louvre. On a 2 œuvres de ces sculpteurs au Louvre, mais j'ai été chercher ailleurs. C'est des Lorrains. Et puis, en même temps, l'un d'entre eux, c'est celui qui a travaillé pour Lesdiguières à Vizille. Le serpent se mord la queue. On a ici le fait de trouver à la fois, de s'intéresser à la fois au bronze d'un Richier, aux pierres d'un Richier et à des sculpteurs lorrains. J'ai travaillé aussi sur un sculpteur que là aussi vous ne connaissez peut-être pas, Jacques Sarrazin, qui était pourtant très important. Allez à Paris, à Saint-Nicolas-des-Champs, vous verrez un magnifique retable avec 2 anges qui vous interpellent, 2 grands anges en stuc. Alors tout le monde regarde la peinture qui est en dessous, c'est de Simon Vouès, un grand peintre, mais les sculptures au-dessus, elles valent vraiment la peine d'aller voir. Allez à Saint-Nicolas-des-Champs. Allez à Paris d'ailleurs, dans les églises parisiennes. On a fait une exposition à Noyon. Pourquoi Noyon? Parce qu'il est né à Noyon. Alors on a profité du fait que le département des sculptures était fermé pour cause de transfert dans les futures salles du Nouveau Louvre. Et donc on a envoyé à Noyon toute l'œuvre de Sarrazin et plus si affinité. Là c'est le catalogue que vous avez sous. Là aussi j'ai travaillé en collaboration avec Barbara Bréjon qui est spécialiste de dessin, avec Françoise de la Moraire qui a trouvé des documents. Et donc on a fait une jolie exposition sur Jacques Sarrazin à Noyon. Et ça a été l'occasion d'ailleurs. On a même eu un prix du meilleur petit catalogue, un prix international du meilleur petit catalogue. Évidemment, mon grand amour, c'est Pierre Puget, mais je n'ai jamais pu travailler sur Puget en tant que Puget, c'est énorme. Et Klaus Herding, qui est l'historien d'art, Monsieur Puget, depuis qu'il a fait sa grosse monographie sur Puget, est décédé malheureusement le 26 août dernier et va donner la grosse monographie sur Pierre Puget. Mais moi, j'ai travaillé un peu des documents que je lui ai donnés. J'ai travaillé sur Million de Crotonne, qui est l'œuvre que je préfère au Louvre. Donc j'ai collaboré à l'exposition Pierre Puget à Marseille, à Gênes. Donc Pierre Puget, c'est aussi un des génies. Je ne m'intéresse pas qu'aux minables, qu'au second couteau. Je m'intéresse aussi aux grands. Alors moitié grand, Nicolas Coustou, pour lequel j'ai travaillé sur les œuvres de Coustou au Louvre, parce que récemment, nous avons reçu ce très beau chasseur de Marly que vous avez à gauche, ici, et qui a été transféré du parc de Marly au Louvre, qui est la dernière acquisition d'œuvres de Marly au Louvre. Ceci étant, Nicolas Coustou a beaucoup travaillé à Marly-le-Roi, à Marly, dans le jardin de Marly, et un des grands artistes à redécouvrir de cette époque de la fin du règne de Louis XIV, par le tournoiement de ses figures et sa force expressive. Je viens de parler de Marly. Marly, très grand parc aux portes de Paris, parc de Louis XIV, mais parc ensuite démeublé à la Révolution, dont les sculptures ont été expédiées, bon, une partie détruite, mais une partie envoyée aux Tuileries, à Versailles et un peu partout. Donc là aussi, dans mon côté fouineur, j'ai essayé de rechercher les sculptures de Marly un peu partout. Et donc là, je viens de rendre le catalogue des sculptures du parc de Marly. J'ai rendu le catalogue il y a 1 an, maintenant il faut attendre qu'il se publie, ça prend toujours du temps. Et donc, voilà, c'est là où on trouve des choses. Cette fontaine ici, par exemple, qu'on aperçoit une figure, on a la collection royale qui était parfaitement inventoriée 2 fois, et comme ça, on identifie cette figure que vous avez à gauche, qui est maintenant dans la cour Marly, et qui avait été, on ne sait pas où, pendant tout le 19e et le 20e siècle, est arrivé un jour au dépôt des marbres, c'est-à-dire à l'art contemporain. Et là, un de mes collègues est allé, a vu cette sculpture, il a trouvé ça très beau, il m'a apporté la photo, il m'a dit « qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit « je la connais, bien sûr, elle vient de Marly ». Et donc, on l'a restaurée, elle est en dépôt, elle était peinte en rouge, on ne sait pas où elle était, personne ne sait où elle était avant. Bon, c'est une sculpture d'un sculpteur intéressant, qui a travaillé avec Vouet à Rome au XVIIe siècle. Mais ça, il l'a fait pour Paris. Ou bien, j'ai retrouvé des muses un peu partout dans les jardins. C'est des antiques.
des antiques qui ont été restaurées plus ou moins bien, plus ou moins mal au XVIIe siècle. Et là, on trouve de vrais antiques. J'en ai trouvé un peu partout, aux Tuileries, identifiés. On ne savait pas d'où elles venaient avant. Dans des réserves atroces à Saint-Cloud, par exemple. Et donc, là aussi, des antiques. Et puis, bientôt, d'ailleurs, moi, je ne connaissais pas grand-chose aux antiques. Et c'est bientôt en collaboration avec des collègues antiquisants qu'on va mieux comprendre ce que sont ces antiques. Moi, je les connais parce qu'elles étaient à Marly, parce qu'elles étaient en 1702 à Marly, parce qu'elles étaient restaurées par un tel à Marly. Mais c'est mes collègues antiquisants qui vont dire « mais c'est une Athéna, mais ce n'est pas du tout une muse ». Et donc, vous voyez, la manière de travailler ne peut être que collaborative qu'en travaillant en liaison étroite avec d'autres spécialistes. Alors, j'ai travaillé aussi non seulement à Marly, sur la sculpture de Marly, mais sur le rôle de la sculpture dans les jardins de Le Nôtre, donc ça m'entraîne un peu ailleurs, Versailles, Vaux-le-Vicomte. Et puis, pour sortir vraiment de cette ambiance royale, j'ai été mettre les pieds, toujours en collaboration, dans 2 régions. D'une part, le Maine, parce que mes collègues de l'inventaire, malheureusement décédés depuis, avaient entrepris une grande enquête sur les sculptures en terre cuite du Maine, de l'Anjou, et puis ça va jusqu'en Bretagne, jusqu'en Poitou, etc., du XVIe et XVIIe siècle. Et il se trouvait que moi, j'en avais acheté une au Louvre et que je travaillais sur un sculpteur. Donc on s'est unis, on a cherché les documents, on a mis des photos, on a fait des tours tous les mois. On partait en expédition pour voir des églises, pour sélectionner des œuvres, pour les faire restaurer. Et grâce à ma collègue du musée du Mans, et aussi grâce à Pierre Rosenberg, directeur du Louvre, nous avons fait 2 expositions sur les sculptures du Maine, à Paris d'abord, puis au Mans ensuite. Et puis mon autre terrain de chasse, où je vais retourner après-demain, c'est la Champagne. Là, en fait, la Champagne, j'ai été sollicitée parce qu'il y avait un contrat État-région pour étudier, d'une part, le patrimoine de défense, patrimoine défensif, le vitrail et la sculpture. Et donc, le conservateur des monuments historiques de la région Champagne-Ardenne est venu au Louvre et a demandé de collaborer. Et on a recommencé la même chose, cette fois avec les monuments historiques, cette fois avec l'association de la région qui finançait les restaurations. Et on a multiplié les visites dans des églises de Champagne. Et ça aboutit à une exposition à Troyes qu'on a appelée Le Beau XVIe siècle sur la sculpture champenoise de la Renaissance. Et bon, je continue encore un petit peu maintenant à m'intéresser à ça. Ceci étant, à ce moment-là aussi, il s'est trouvé que Marion Boudon, qui avait été mon élève à l'Institut d'Art et qui avait commencé à travailler déjà sur la Champagne, s'est lancée dans une étude importante sur la Champagne, non pas seulement à la Renaissance, mais plutôt à la fin de la Renaissance, et vient de publier un très beau livre sur la sculpture champenoise de la Renaissance. Donc, vous voyez, on travaille en collaboration, toujours. Autre outil, l'histoire des collections. Alors, l'histoire des collections, bon, l'histoire de Marly, c'est déjà une histoire des collections. L'histoire des collections, c'est très important dans un département. Je l'ai fait peut-être de manière plus solitaire. Alors, pas très solitaire en ce qui concerne les bronzes de la couronne, qui est une exposition qu'on a faite avec les objets d'art et avec un spécialiste du mobilier national, enfin du mobilier, qui est au CNRS. Mais pour l'histoire du département des sculptures, là, c'est plutôt un jardin que j'ai cultivé plutôt seul, mais avec mes élèves de l'école du Louvre, à qui j'ai confié des monographies sur tel et tel conservateur, telle et telle partie. Et donc, on s'est attaché à voir à la fois comment on a fait entrer des œuvres, on les a acquises, l'histoire des acquisitions, on les a déposées, l'histoire des dépôts, celle dont on ne veut plus, donc l'histoire du goût, histoire de l'histoire de l'art, histoire des présentations aussi, et donc une suite d'études sur la manière dont on présentait les sculptures, soit au début du XIXe siècle, en 1824, dans la première présentation des salles de sculpture, puis ensuite sous le Second Empire, puis ensuite dans les années fin du XIXe, puis ensuite un nouveau département
en 1934 du côté de Flore. Donc tout ça, c'est une histoire de l'histoire de l'art. Et cette histoire de l'histoire de l'art, c'est aussi celle des historiens d'art qui ont dirigé le département des sculptures. À l'époque, on disait qu'ils étaient conservateurs, parce que le directeur, c'est un mot qui apparaît tardivement, hein, c'est l'armée mexicaine. Tout le monde est directeur maintenant de n'importe quel service, y compris d'un département. Donc là, on a travaillé sur les anciens conservateurs. Et par exemple, ce que vous avez à gauche, Un combat pour la sculpture, Louis Courageau, c'est un ensemble de contributions très largement rédigées par mes élèves d'école du Louvre dans le cours à la fois de sculpture et de muséologie. C'était les mêmes d'ailleurs. Voilà. Pour André Michel, je l'ai fait tout seul, par contre, au milieu. Et cette histoire des collections a abouti à l'intérêt pour Alexandre Lenoir. Alexandre Lenoir, qui, sous la Révolution, a été celui qui a dirigé le dépôt révolutionnaire essentiellement des sculptures, un peu aussi des peintures et des objets d'art, qui étaient sélectionnés dans les églises, essentiellement de Paris, de la banlieue parisienne, quelquefois un peu plus lointaine. Et donc on y a travaillé depuis très longtemps avec nos prédécesseurs. On faisait des fiches, on faisait des articles, on a trouvé une œuvre, etc. Puis finalement, on a décidé de faire une base de données, et on s'est trouvé avec un projet de l'INHA sur l'histoire du musée des monuments français, ce musée d'Alexandre Lenoir entre 1795 et 1815, qui est à l'origine du département des sculptures, et pour lequel Courageau, dont je viens de parler, avait désespérément cherché à reconstituer l'ensemble de la collection au Louvre, et que d'ailleurs nous essayons toujours d'essayer de reconstituer. Et donc Béatrice de Chancel-Bardelot, qui est maintenant conservateur au musée de Cluny, mais qui à l'époque était à l'INHA, a entrepris avec nous de reprendre nos fiches papier moches avec des photocopies n'importe comment, et puis des petits gribouillis. Et on a fait une base de données qui est consultable sur le site de l'INHA. Et toutes les deux, on a fait une exposition au Louvre en 2016, après ma retraite, consacrée au musée des monuments français, tel qu'il était, tel qu'il avait été, avec à la fois l'iconographie de ce musée, où on découvre des œuvres qui maintenant sont soit au Louvre, soit retournées à Saint-Denis, soit disparues. Et donc, on a recomposé la muséographie du musée des monuments français, une muséographie complètement folle, dans laquelle on mettait en scène des œuvres d'époques différentes. Par exemple, ici, pour l'époque mérovingienne, on avait des œuvres du XIIe siècle très importantes. Ici, vous avez deux œuvres qui sont au Louvre, les rois, là, mais au centre, une Vierge qui vient de Saint-Martin-des-Champs et qui est maintenant à Saint-Denis. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'époque mérovingienne, comme le croyait Alexandre Lenoir, mais ce sont des œuvres romanes ou, disons, début gothique. C'est aussi cette exposition. Là, je fais une incise pour montrer l'importance de la muséographie. J'ai dit tout à l'heure pour l'exposition au Louvre du bronze, le lien avec le muséographe, les architectes, car on ne fait rien sans le muséographe qui met les œuvres en valeur, qui travaille avec nous, et souvent on voit des choses grâce au muséographe. Bon, évidemment, le muséographe, il voit des choses grâce à nous, hein, donc, parce qu'on a quand même mâché la tâche au début. Donc, une muséographie intéressante. Là, vous avez les projets du muséographe et la signalétique aussi. Là aussi, on travaille avec le service de signalétique de manière à être à la fois le plus clair, le plus beau aussi, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et donc, la signalétique est un élément fondamental pour expliquer les œuvres, avec les feuillets, avec d'autres. Et en collaboration avec la COARC, c'est-à-dire la ville de Paris, la ville de Paris a organisé un parcours dans les églises de la ville de Paris sur les œuvres qui avaient été au musée des monuments français et qui étaient retournées ou transférées dans les églises. Donc on a eu un système bien de petits panneaux à Saint-Roch, Saint-Eustache, Saint-Sulpice. Et ça a été l'occasion toujours fouineuse. Là, par exemple, j'ai retrouvé à Saint-Denis, dans un dépôt, ce petit ange-là, comme ça, que vous avez à gauche, ce petit génie. En fait, comme je travaillais sur le musée des monuments français, j'avais repéré le dessin qui est à droite, où on voit le petit génie, et donc on a identifié le génie de Michel-Ange Slotz, et il a été retransféré dans son lieu d'origine. Il ne peut pas se remettre sur le tombeau, parce que le tombeau a été remonté différemment à Saint-Sulpice, mais voilà,
l'enfant à retrouver sa paroisse. De cette histoire de collection est arrivée dans mon parcours l'idée de travailler sur l'histoire du Louvre. Alors là aussi, c'est un peu un hasard. J'avais travaillé sur les sculptures des Tuileries. Pour les Tuileries, j'avais dû faire avec ma collègue, toujours en collaboration, Anne Pinjot pour le XIXe siècle, Antoinette Romain pour Mayol, j'avais travaillé sur l'histoire des Tuileries. Donc de l'histoire des Tuileries, quand Pierre Cognam a voulu organiser des salles d'histoire du Louvre, il a fait appel à moi pour la sculpture et à ma collègue Marie-Catherine Sahut pour la peinture. Donc j'ai travaillé pour les premières salles d'histoire du Louvre qui étaient réalisées sous la direction de Pierre Cognam, lequel est mort en 89, avant l'inauguration de ces salles. Et donc à ce moment-là, on nous a demandé, à Marie-Catherine et à moi, laquelle des deux veut prendre la responsabilité des salles d'histoire du Louvre. Marie-Catherine, il y avait beaucoup de choses à faire, elle a dit qu'elle s'occuperait que de la peinture, et j'ai pris la responsabilité des salles d'histoire du Louvre. Donc j'ai monté une documentation, en collaboration avec des documentalistes, bien entendu, je n'ai pas tout fait moi-même. Puis ensuite, il y a eu un conservateur d'histoire du Louvre, Guillaume Faulkner. Et donc, j'ai travaillé sur l'histoire du Louvre, plus largement, j'allais dire, que celle du département. Et ça aboutit à beaucoup de coordination d'ouvrages, de guides des collections, coordination d'expositions à Québec, et direction de cet ouvrage en 3 volumes de l'histoire du Louvre, pour lequel nous avons eu, comme collaborateurs, 60 collaborateurs. Mais j'en ai écrit pas mal quand même, rassurez-vous, j'en ai écrit pas mal. Et puis j'ai écrit beaucoup de choses sur l'histoire du Louvre. Un petit découverte Gallimard, toute seule, Mémoire du Louvre. Ou bien à droite, un énorme Citadelle et Masneau sur le Louvre, mais des choses aussi en collaboration. La Galerie d'Apollon, le photographe Baldus en bas, en collaboration avec ma collègue d'Orsay. L'archéologie, j'ai retrouvé l'archéologie, avec les archéologues pour publier les résultats des fouilles du XVIIe siècle dans les fouilles de la cour Napoléon. Et puis tout cela m'a aussi permis de travailler avec des photographes qui travaillaient beaucoup sur le Louvre. Et donc j'ai fait la connaissance de photographes, j'ai acquis pour l'histoire du Louvre des photographies. Je me suis un peu lancée dans l'histoire de la photographie, soit la photographie ancienne qui documentait nos salles, soit des photographes contemporains, les Italiens, les Français comme Jean-Christophe Ballot, comme Gérard Rondeau qui a fait les photographies pour le gros livre de Citadelle et Masneau, photographe japonais Keiichi Tahara pour le livre que vous avez en bas à gauche, le Louvre Architecture, Histoire et Décor. Donc ça m'a permis aussi une photographe mexicaine qui a beaucoup travaillé sur les œuvres du Louvre, sur les sculptures cette fois. Donc ça m'a ouvert aussi vers d'autres horizons. Les autres horizons, c'était aussi de travailler avec les archivistes, avec les archives nationales. Et là, j'ai collaboré avec le catalogue, c'est-à-dire on appelle ça inventaire dans le monde des archives, l'inventaire du fonds de l'architecte du Louvre. Ça a permis de publier ce fonds et de comprendre par à la fois des dessins préparatoires, comme ici, dessins pour l'aile de Flore, des dessins qui permettent de repérer ce qui a été restauré, pas restauré, ce qui est refait, etc., sur les façades. Ici, vous avez par exemple la cour Napoléon, avec des photographies anciennes de Baldus qui montrent l'état de la cour avant les travaux de Napoléon III et après, ce que vous connaissez maintenant. Ou bien le pavillon de Flore. Ce pavillon, vous pouvez voir au bout du pont des Tuileries, tel qu'il était avant et qui est photographié, et puis tel qu'il est après reconstruction. Donc ça nous a permis, ce fonds de photographie, de très bien connaître l'histoire du monument, essentiellement. Et évidemment, à côté du palais, l'autre lieu d'intérêt, de mes intérêts, c'était le jardin des Tuileries. Alors, jardin où il y avait des sculptures de Marly, le serpent se mord la queue, mais jardin aussi où le conservateur du département des sculptures à l'époque, et depuis très longtemps, alors c'est moins le cas maintenant, était le responsable de la statuaire des Tuileries, y compris d'ailleurs du XIXe siècle. Et donc, j'ai travaillé en collaboration à l'histoire du jardin avec Denis Caget, qui était à l'EPGL, à l'établissement public Grand Louvre, et Emmanuel Jacquin, qui était le spécialiste des archives, celui qui faisait l'inventaire des archives. Et donc, on a travaillé sur l'histoire des Tuileries
du Château des Tuileries et plus largement que sur l'histoire de la statuaire des Tuileries. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des ouvrages plus généraux sur la sculpture en général et puis d'enseigner l'histoire de la sculpture, etc. Enfin, pour terminer, pour cet élargissement, j'allais dire, sortir de mon milieu sculpture, sortir de mon milieu Louvre et Tuileries, plus largement, j'ai été l'un des commissaires d'une exposition au Grand Palais, France 1500, avec la directrice du musée de Cluny et le directeur du musée national de la Renaissance, Thierry Crépin-Loublon, toutes les deux, enfin, Elisabeth Taburet de la Haye et Thierry Crépin-Loublon, tous les trois, donc nous avons fait une exposition France 1500 au Grand Palais, qui est un type d'exposition très rare. Ce n'est pas une monographie d'auteur. En même temps, il y avait Monet. Alors, comme il y avait beaucoup de monde chez Monet, quand les gens n'avaient pas de place chez Monet, ils venaient chez nous, donc on a eu pas mal de visiteurs. Enfin, de toute façon, il y aurait eu pas mal de visiteurs parce que c'était extraordinaire pour l'époque. On a eu des prêts incroyables. Vous voyez ici la nef d'Anne de Bretagne. On a réussi à avoir le tombeau des enfants de Charles VIII de la cathédrale de Nantes, qui avait été spécialement... Alors, on a eu l'aide de tous les conservateurs de monuments historiques de France et de Navarre, enfin de France surtout, parce qui nous ont vraiment permis d'avoir des prêts extraordinaires de manière à représenter cet art de la France 1500 de toutes les régions. Hein. Donc, non pas seulement l'art royal, mais aussi l'art royal. Mais l'art royal qui se faisait d'ailleurs très largement dans le Val-de-Loire, ou bien l'art qui se faisait en Bourbonnais, par exemple. Et là, nous avons eu un très beau fonds de miniatures qui ont été prêtées et étudiées par la Bibliothèque nationale, toujours les collaborations, évidemment la peinture, qui a été ce que les gens voyaient principalement, mais il y avait quand même énormément de très belles sculptures, de tapisseries, et ça se terminait sur Léonard de Vinci, la Belle Ferronnière. On a cherché à montrer les destins croisés des objets de cette époque, avec à la fois les introductions d'œuvres ou d'artistes du Nord, flamands, italiens, du Sud, de manière à faire un espèce de creuset, de manière à montrer que la Renaissance n'est pas une. Et donc ça a été un moment tout à fait extraordinaire de collaboration entre les commissaires, mais aussi avec tous ceux qui travaillaient avec nous pour le vitrail, pour la tapisserie, pour la miniature, etc. Par contre, c'est toute seule que j'ai fait ma dernière exposition, non pas la dernière, puisque j'ai fait le Musée des Monuments Français après, mais une exposition seule, une exposition à Lens. Là aussi, j'ai joué le jeu assez tôt. Henri Loiret avait lancé cette annexe du Louvre, cette antenne du Louvre dans le Pas-de-Calais, un musée de la région Pas-de-Calais à Lens, le Louvre-Lens. Et donc, la première exposition qui m'avait été confiée était une exposition faite seulement avec les œuvres du Louvre et qui portait sur l'interrogation comment naît la Renaissance, qu'est-ce que la Renaissance, et où j'ai voulu aussi montrer un peu ce qui avait été précédemment dans France 1500, c'est-à-dire comment la Renaissance commence plus tôt que ce qu'on le croit, c'est-à-dire qu'en fait, dès les années 1400 en Italie, mais aussi en France, il y a une Renaissance. Donc là, j'abandonne mon Moyen-Âge de mes jeunes années, je suis un peu en opposition avec les historiens du Moyen-Âge, considérant que le Moyen-Âge tardif, c'est très largement une Renaissance. En tout cas, en Italie, c'est une Renaissance. Et puis la séparation qu'on a toujours entre l'Italie qui est Renaissance et puis la France qui, à la même époque, est gothique, ne fonctionne pas. Les deux pays marchent très largement la main dans la main, ils se connaissent, les artistes circulent. Et là, on a voulu montrer les ponts, les liens, aussi les liens entre les différents arts, la gravure avec le dessin, avec les objets d'art, l'influence de l'antique et les dessinateurs qui dessinent l'antique, etc. Une exposition un peu aussi, disons, novatrice par rapport aux outils de médiation, avec des chronologies animées, des cartes animées, des livrets, des feuilletoirs automatiques, etc. Bien entendu, l'audioguide, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc là, on a essayé de tester avec les services cette fois de Louvre-Lens de médiation, les outils de médiation pour faire comprendre aux gens l'innovation, la révolution des arts de cette époque 1400-1530, en s'arrêtant volontairement en 1530 et en disant qu'au fond, après,
C'est une autre Renaissance, c'est le maniérisme, c'est une autre Italie qui arrive en France. Et donc on a imposé, si on peut dire, cette idée imposer. Voulu montrer, voulu marquer que cette Renaissance s'arrêtait vraiment dans ces années 1530. Et on l'a montré avec l'ornement, l'art de vivre, différentes iconographies, Vénus, Apollon, voilà, toute une palette de grandes sections, de volonté de montrer des petites expositions à l'intérieur de la grande exposition, en particulier une assez importante, très importante même, sur le corps, l'anatomie et les livres d'anatomie. Toujours avec des collaborations, bien entendu. Voilà, je crois que j'ai terminé de cette histoire pour laquelle je répète ce que je viens de dire très largement. Je crois que rien ne se fait tout seul. Si nous arrivons là, c'est par une formation. Et là, il faut reconnaître que les méthodes que nous donnent nos enseignants tout à fait au début, les méthodes que j'ai reçues à l'école des Chartes, à l'école du Louvre, à l'université, parce que j'ai eu des maîtres en histoire, je suis docteur en histoire. Donc les méthodes que j'ai reçues m'ont servi ensuite pour d'autres époques que celles de ma formation. Et pour ces époques-là, je n'aurais rien pu faire, et je ne fais rien, sans être accompagnée, sans discuter, sans disputer quelquefois, avec des collègues, des restaurateurs, des médiateurs, des spécialistes d'analyse de tous horizons, avec des Français, avec des étrangers, avec ma connaissance de l'Italie, avec le fait que je parle italien et que je suis comme un poisson dans l'eau en Italie. Et donc, pour moi, l'histoire de l'art, c'est une aventure qui se joue en multiples. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Ah, ben, j'ai été plus rapide que ce que je pensais. Merci beaucoup. Je voudrais savoir s'il y a une rotation dans les œuvres qui sont dans les réserves et s'il y a des œuvres primordiales à toujours devoir être dans le Louvre. Enfin, comment ça se décide ? Alors malheureusement, il n'y a pas les réserves ne sont pas, c'est pas un trésor, les réserves. Nous avons des œuvres qui sont arrivées de manière un peu différente, des donations dans lesquelles tout n'est pas de premier choix, des œuvres qu'on est forcé d'accueillir parce qu'elles ne sont pas en bon état, mais elles sont importantes quand même. Il faut avoir un petit volant pour remplacer les œuvres qui partent en exposition. Généralement, ce qu'on met à la place d'œuvres qui partent en exposition, ce n'est pas le premier choix, c'est un peu le deuxième choix. N'imaginez pas des trésors dans les réserves. C'est au contraire des lieux d'études, parce que c'est vrai qu'il y a des œuvres d'études. Je ne sais pas si je prends l'exemple, par exemple, des bustes d'artistes au XIXe siècle. On a, pour meubler les salles du Louvre, on a commandé à des artistes très bons, d'ailleurs certains, des bustes des principaux artistes, Titien, Tintoret, Bellini, etc. Bon, une fois qu'on les a retirés des salles, c'est difficile de présenter ça dans les salles. Il y en a quelques-uns qu'on met pour décor, de ci, de là. Mais alors mes prédécesseurs en ont très largement envoyé en région. On a de très beaux, par exemple, au musée d'Amiens. On a à Fontainebleau, il y en a un peu partout. On a essayé de reconstituer un peu la collection, mais disons qu'on ne va pas avoir une salle consacrée à cet art très officiel du buste rétrospectif d'artistes sculptés, certains très mauvais d'ailleurs, sculptés dans les années 1800, entre 1805 et 1800. Par contre, certains mériteraient d'être exposés dans une galerie un peu spéciale où on expliquerait qu'on a voulu faire des bustes rétrospectifs d'artistes. Encore faut-il expliquer ce que ça représente. Mais non, les réserves, il y a aussi beaucoup de trognons, hein, c'est-à-dire d'œuvres en mauvais état. On récupère des œuvres parce qu'elles sont en mauvais état. On a récupéré, par exemple, les statues des façades du Louvre qui étaient en trop mauvais état pour être conservées sur place. On les a remplacées par des copies, mais ce qui reste, c'est pas montrable.
c'est pas montrable. Sauf à faire des restaurations incroyables. Et en plus, on ne retrouve jamais. Elles ont tellement usé, tellement abîmé. Ce serait vraiment affreux. Merci. Vous avez des questions ? Merci beaucoup d'abord. Est-ce qu'au fil de votre carrière, entre les années 80 et les années 2000, vous avez vu une évolution du métier de conservateur ? Ah, énorme, énorme. Je suis arrivée avec des crayons et des stylos à billes. Et comme je disais à propos d'Alexandre Lenoir, on faisait des fiches sur papier et on collait des photocopies dessus. Voilà, donc j'ai vu arriver assez tôt, parce que les premières bases de données, on les a faites pour transférer les œuvres du Louvre à Orsay, qui s'est ouvert en 86. Donc déjà, on a eu les... Alors, je ne vous dis pas ce que c'était comme logiciel. Debase 3, un truc. J'ai connu... Je ne vais pas vous dire le nombre de logiciels qu'il a fallu changer pour, arriver à ce qu'on a maintenant. Donc, on va peut-être changer. De toute façon. Bon, évidemment, il n'y avait pas Internet pour faire les recherches, bien entendu. Voilà, donc c'était vraiment papier-crayon. D'autre part, la restauration, c'était tout à fait autre chose. On ne faisait pas les restaurations de la même manière en 1976, quand je suis arrivée. Et maintenant, je veux dire, les restaurations étaient... On a créé, à l'époque, on a appelé l'IFROA, l'Institut français de restauration des œuvres d'art, qui était au Gobelin. Maintenant, c'est une partie de l'école du patrimoine, enfin, l'Institut du... Et à cette époque, je veux dire, moi, j'ai connu la première génération, quand j'ai eu mes cours, d'ailleurs. On avait presque le même âge, en fait. On faisait des cours dans les salles pour discuter des choses, etc. Mais enfin, les restaurations scientifiques commençaient. Donc, ça n'avait aucun rapport. En revanche, en ce qui concerne les transports d'œuvres d'art, c'est la même chose. En ce qui concerne la déontologie, c'est la même chose. En revanche, du point de vue administratif, je disais au début que moi j'étais le coquillage sur son rocher, je n'ai pas fait ma mutation. Maintenant, il faut que les conservateurs aient des expériences ailleurs. Ce qui, pour moi, n'est pas une très bonne chose, parce que quand on arrive dans un domaine et qu'on le cultive pendant 30 ans, au bout de 30 ans, on le connaît bien, et vraiment très bien. On n'est pas... je ne crois pas m'être endormie dans mon domaine. Je n'ai pas eu l'impression d'être un crouton dans son coin, à faire exactement ce que j'avais fait 30 ans plus tôt. Au contraire, j'ai évolué, on évolue sur place. Et donc on a une expérience, je crois beaucoup à l'expérience. Alors bon, en ce qui concerne d'ailleurs quand même, quand j'ai été nommée, il fallait déjà faire une mutation. Comme j'avais été en purgatoire au Jeu de Paume pendant 2 ans, on a considéré que j'avais fait ma mutation. J'avais été une grande spécialiste d'impressionnisme et que donc après ça, je pouvais passer 30 ans au département des sculptures. Voilà, donc administrativement, c'est un peu différent. Et moi, personnellement, je le regrette parce que je pense que quand on entre dans un lieu, peut-être qu'il faut effectivement multiplier les expériences en début de carrière, en tout début de carrière, pour se frotter à autre chose. Et je reconnais que j'ai appris à faire des expositions au Jeu de Paume. J'ai appris de la méthodologie à l'École française de Rome. Mais après, il faut quand même 5 ans pour commencer à comprendre un peu à quoi on a affaire. Si au bout de 5 ans, on s'en va, voilà, on n'a rien fait. Alors, restauration, le système des publications aussi. Moi, j'ai commencé les premières publications, c'était moche, c'était des trucs en noir et blanc, c'était le catalogue des Tuileries, qui est en ruine sur mon bureau, c'est vraiment un truc atroce, enfin vraiment, c'est publié... c'est vraiment laid, quoi, vraiment laid. On publiait, évidemment, les aides d'impression n'avaient absolument rien à voir. Je ne dis pas qu'on publiait encore avec l'imprimeur, la casse, etc. Mais enfin, je veux dire, on avait d'abord, nous, on avait travaillé, on nous donnait un manuscrit, on n'avait pas fait un manuscrit, on n'avait pas de... Moi, j'ai connu les machines à écrire normales, anciennes, tac, 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 sur un. Puis après ça, les machines à écrire qui faisaient une ligne, on pouvait corriger la ligne. Ouais, avec des je sais pas quoi, des étoiles. Puis après ça, on a commencé à avoir des machines. Alors là, je ne vous dis pas non plus le changement de logiciel. Mais bon, quand vous donnez un livre, c'est pas du tout la même chose. Vous pouvez revenir tout le temps pour refaire des choses. Enfin, on n'écrit pas de la même manière. Puis alors, les livres, maintenant, sont absolument somptueux. Somptueux.
quand on a un beau livre, on est extrêmement content. Ça peut être lié, c'est en couleur, c'est plaisant, c'est beau. Voilà. Mais évidemment, bon, le problème, c'est qu'on ne publie pas tout, on publie beaucoup moins. Moi, j'ai publié mon colloque Pilon, mes collègues ont publié des colloques, moches, en noir et blanc, petit format, assez épais, mais tous les textes. Bon, au moins ils existent. Maintenant, on ne publie plus les colloques, ça ne se vend pas. Donc là aussi, dans l'édition, c'est vrai quand même que le commercial a pris peut-être plus de place par rapport au scientifique. Et là, à part des vieilles revues, alors je suis présidente de la Société d'histoire de l'art français, et donc là, on a un bulletin en noir et blanc, épais, payé par les membres, etc. Là, on continue à publier des choses impubliables ailleurs. Des articles avec des maîtrises où on met l'ensemble du corpus d'un auteur ou des choses comme ça que personne ne veut publier. Voilà. Donc, si on n'avait pas ce type de revue locale, société savante, donc art français, voilà. Là, les belles choses fonctionnent bien pour les grandes institutions, le Louvre, et pour des choses vendables, ou du moins bien visibles. Voilà. Le problème, c'est effectivement, que se passe-t-il, comment publie-t-on pour un tout petit musée, si c'est pas très commercial, si c'est pas très apprécié, enfin, et le problème de l'appréciation. Au domaine de la sculpture, nous, on a un problème psychologique. On pense qu'on est les parents pauvres de l'histoire de l'art, que l'art important, c'est la peinture. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont au Louvre, vont voir la peinture. À la rigueur, ils vont voir les antiques, ou alors l'Égypte. Ou alors la sculpture, on ne voit pas du tout ce que c'est. Heureusement, on a le passage Richelieu, on passe à travers, on aperçoit des trucs. Bon. Et c'est pareil partout, dans tous les musées, les gens vont voir la peinture. Et dans l'art contemporain, finalement, il y a relativement peu de sculpteurs par rapport aux peintres et aux installations. Alors les installations, on pourrait dire que c'est de la sculpture. Mais finalement, il y a relativement peu de sculpteurs. C'est aussi dû au fait qu'un bon sculpteur, à part les dessins qu'il peut faire et les esquisses, alors un sculpteur comme Brodin, bon, c'est exponentiel, mais un sculpteur ancien, il ne reste plus les esquisses, il ne reste pas les dessins. Donc son œuvre est quand même, se compte pour certains sur les doigts de la main, pour d'autres, il y a une trentaine, une quarantaine d'œuvres, c'est tout. Donc c'est moins connu, ça passe moins il y a moins de collectionneurs, il y a moins d'amateurs, il y a moins de spécialistes, et donc on est toujours le parent pauvre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là-bas derrière, dans la cabine de pilotage. À propos de la restauration, je voudrais savoir si c'est aussi une collaboration entre conservateurs et restaurateurs. Ah, toujours, bien sûr. Bien sûr, on discute tout le temps. De toute façon, le restaurateur voit des choses que nous ne voyons pas, mais nous lui offrons l'état des œuvres anciennes. Quand j'ai montré des photographies anciennes, par exemple, on voit les états anciens qui permettent de dater les anciennes restaurations. Et puis on leur donne aussi toute l'histoire de l'œuvre, etc. Et puis on connaît aussi, alors le restaurateur n'a pas forcément la connaissance du domaine dans lequel il va intervenir. Alors on a des restauratrices très, très spécialisées dans l'art germanique, par exemple, la sculpture sur bois, etc. Bon, ça, il n'y a pas de problème, mais quelquefois, les restaurateurs ne connaissent pas trop cet artiste-là, ce type de sculpture-là, etc. Donc, nous, on a une certaine expérience, parce qu'on connaît largement l'ensemble, et le restaurateur, lui, il voit des choses. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Mais ces choses qu'il voit, il les voit aussi avec le laboratoire, qui va faire des prélèvements, qui va faire des radiographies. Alors, évidemment, quand c'est un marbre, c'est rare qu'on fasse des radiographies, sauf pour voir s'il y a des armatures, si elles sont oxydées, etc. Pour le marbre, c'est un peu différent. Quoique, on a fait beaucoup d'analyses pour les œuvres d'extérieur, par exemple, de diffusion
diffusion de l'air à l'intérieur des œuvres pour voir si, de la pierre, pour voir si au cœur, l'œuvre est en bon état. Hein, c'est l'auscultation dynamique, comme on dit. Donc on voit que le passage du son entre les deux parties, on voit si le son ne passe pas ou si le son passe trop. Alors si ça passe trop, c'est que c'est un mauvais état. Enfin, on travaille surtout avec les restaurateurs, avec les analystes pour faire des radiographies, d'une part. Radiographie, radioscopie quand on les fait tourner. Maintenant, on peut aussi à l'intérieur faire une endoscopie. Et puis, alors tout ce qui est analyse de la terre, analyse du stuc, analyse du bronze, de la composition, et puis les couches superficielles, la patine, la polychromie, etc. Donc là, le restaurateur travaille aussi avec le laboratoire et le conservateur. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Pardon. À un moment dans votre exposé, vous avez parlé de marché des œuvres. Mais concrètement, enfin, vous, quand vous cherchez des œuvres, vous les achetez à d'autres musées ou vous les trouvez où? C'est-à-dire d'abord, on observe les ventes publiques, on reçoit les catalogues, on dépouille les catalogues, pour voir si c'est intéressant ou pas. Ensuite, on reçoit des fiches correspondant aux œuvres qui sont proposées pour être trésor national. J'ai fait allusion au trésor national, c'est-à-dire les œuvres pour lesquelles on nous demande soit un certificat de sortie, on autorise l'œuvre à sortir, ou bien on les arrête, on les passe devant une commission et on essaye de les faire acheter par une société. Bon, ça marche pour des œuvres très importantes pour lesquelles les mécènes sont valorisés par l'acquisition d'une œuvre importante. Parce que, je veux dire, ils dépensent quand même 10% du prix de l'œuvre qui est très cher. Et donc, il faut aussi qu'en contrepartie, ils aient des contreparties comme toute œuvre de mécénat. Il y a des contreparties. Des visites pour le personnel, des réceptions, etc. Bon. Et puis ensuite, on va voir les antiquaires. Et les antiquaires très sympathiques qui nous passent à coup de fil, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et des antiquaires qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Et donc, on va de temps en temps visiter un antiquaire pour voir ce qu'il a, etc. Il y a les foires, donc il y a la foire de Maastricht en particulier, et la Biennale des antiquaires à Paris, dans laquelle il y a beaucoup de stands et on voit des œuvres. Voilà. Et puis, il y a des particuliers qui viennent nous voir. J'ai ceci. On achète rarement à des particuliers. C'est rare que les particuliers aient vraiment des œuvres très, très importantes au niveau Louvre. Par contre, ailleurs, il y a souvent des particuliers qui ont des œuvres intéressantes pour disons, d'aspect un peu archéologique, si vous voulez, un chapiteau qui vient de tel endroit, etc. Et puis, on a des dons. On a des donateurs, et encore maintenant, soit des antiquaires qui nous donnent des choses, parce que ça peut vous intéresser, hein, donc ça vous intéresse, vous n'avez pas ça dans votre collection, on vous donne ça, ou des grands amateurs, des collectionneurs qui nous donnent des œuvres. Alors évidemment, là aussi, ça passe en commission, donc quel que soit le mode d'acquisition, donation, acquisition, etc. Bon, vente publique, c'est compliqué parce qu'il faut faire quand même ça assez en amont, et qu'on ne peut pas à la fois arrêter une œuvre au trésor national et la préempter en vente publique. Parce qu'en vente publique, on peut préempter, ça veut dire qu'on se substitue au dernier acquéreur. Donc, quel que soit le mode d'acquisition, ça passe devant des commissions. Alors, au Louvre, il y a une commission Louvre qui est composée à la fois de spécialistes et de tous les chefs de département du Louvre, du directeur, bien sûr, puis de spécialistes. Et il y a une commission des musées nationaux pour valider, j'allais dire, ou valider ou refuser les choix du Louvre. Voilà, à partir d'un certain prix. Donc, il y a des choses. Mais c'est vrai que, alors dans ma jeunesse, on achetait peut-être plus des petites pièces intéressantes de collection, de collectionneurs qui amélioraient la collection. Maintenant, on cherche plus l'objet extraordinaire. Et donc, avec l'objet extraordinaire et du coup des acquisitions de peinture à des prix extraordinaires, ça veut dire qu'on peut plus rarement acquérir des œuvres ordinaires. Voilà. Et donc, il y a un autre type de mode d'acquisition. Disons qu'on recherche l'exception pour le Louvre.
Et est-ce que ça vous arrivait de vendre des œuvres? Jamais. Ça, c'est la déontologie des musées nationaux. Jamais. Les œuvres sont inaliénables. L'inaliénabilité est une volonté générale pour toutes les œuvres d'État, ce qui permet aussi d'ailleurs de récupérer des œuvres qui sont sorties, non pas par vente, mais éventuellement par vol. Donc, les tribunaux nous suivent tout à fait quand on a une œuvre qui a été volée et qui est retrouvée, peut-être en vente publique par exemple, on arrête la vente et on attaque, si vous voulez, pour démontrer l'inégalabilité du domaine public. Alors c'est vrai que pour les musées de région, qui n'ont pas forcément un statut de collection publique qui soit un peu compliqué, etc., éventuellement, on a ouvert la porte à un certain type de vente, mais il faut pour cela avoir l'accord d'une commission, du préfet, des machins, enfin bref, de toute façon, ils ne vendent pas. Mais normalement, les collections publiques sont inaliénables. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va finir. Et merci encore. Je vous en prie. Alors, comment je fais, moi, avec ça ?